Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Culture. Il faut accepter de brûler pour mieux renaître. C'est toute la promesse d'Incendie des rêves. Un roman qui revient sur le destin de deux jeunes filles de Salé, marquées par l'abandon et la violence, qui trouvent dans une école de cirque et de théâtre un lieu de dépassement de soi et de reconstruction. Il est question de deux trajectoires féminines qui affrontent la précarité et les tabous sociaux pour s'émanciper grâce aux arts de la scène. Un texte intense, profondément féministe et incarné, où le cirque devient une véritable école de vie et de combat. Et c'est vous qui l'avez écrit, Dominique Nouiga. C'est un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Vous êtes enseignante, libraire et écrivain et on va parler de votre dernier roman. Bien, merci tout d'abord parce que c'est un plaisir de suivre votre émission, donc c'est d'autant plus un honneur d'y participer. Merci et à je vous. suis toujours ravie de pouvoir participer puisque la culture avant tout c'est un lien, une mise en lien et c'est justement un sujet qui me tient très à cœur dans ce roman en particulier. Donc vous avez parlé du feu, oui effectivement, c'est un feu intérieur mais c'est aussi un feu extérieur. Il s'agit d'un feu métaphorique. Mais il s'agit aussi d'un feu qui est concret, puisqu'il habite mes personnages d'une façon un peu différente. Il peut avoir tout simplement une valeur purement narrative, comme il peut avoir aussi une représentation politique, même si on n'est pas vraiment dans un roman à thèse. Je ne veux absolument rien démontrer. Le romanesque est amplement suffisant pour justement pour parler, pour transmettre tout ce que j'ai envie de transmettre au lecteur. La transmission qui est importante pour vous déjà, qui étiez un professeur. Oui, enseignante, effectivement, c'est très important. Et dans cette école du cirque, s'il y a bien une valeur qui est essentielle, c'est celle de la transmission. De la transmission, puisque Touraya Bouabid, qui est celle qui a fondé cette école du cirque Chemsi, au début, c'était une entreprise purement sociale, mais elle avait pour ambition d'en faire une entreprise artistique. Et parce qu'elle avait tout à fait conscience de l'exigence du travail et du dépassement, comme vous l'avez dit à juste titre dans votre présentation, du dépassement que requiert justement la réalisation artistique. Et je pense, moi qui étais artiste et qui continue à l'être, je pense que l'art est une formidable école, école justement de réalisation, parce qu'elle exige le dépassement. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette histoire en particulier, justement? Comment l'idée est venue? Est-ce que c'était quelque chose qui mijotait depuis un certain temps? Ou est-ce qu'il y a eu un déclic? Parlez-nous un petit peu de ce premier pas, on va Alors, dire. tout à fait. Moi, quand j'écris mes romans, demande toujours une longue genèse. Ça faisait en fait depuis 20 ans, depuis que j'ai commencé à accompagner cette école du cirque, que j'y pensais. Bon, il faut savoir aussi, il y a deux choses qui m'ont motivée. Le fait aussi que j'ai été dans mon ancienne vie, comme je dis, avant d'être enseignante, j'étais danseuse chorégraphe. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec des chorégraphes comme Caroline Carlson, Merce Cunningham et Alvin Nicolaïs, qui m'ont appris énormément à défier notamment toute forme de narcissisme. Il ne faut pas croire que la danse, ça consiste à démontrer, à montrer quelque chose de soi qui est superficiel. C'est un travail qui est très en profondeur. Et donc, le corps, pour moi, était bien sûr lié à l'esprit. Et le corps, bon, Céline l'a dit, il écrit avec sa peau. Moi, j'ai écrit avec mon corps, mais au sens concret, au sens métaphorique du terme. C'est-à-dire que quand j'étais chorégraphe, j'écrivais avec mon corps. Et quand je suis devenue écrivaine, j'écrivais aussi métaphoriquement avec mon corps. Le corps est très important aussi parce que c'était quelque chose qui me tenait à cœur, moi qui vis au Maroc depuis une quarantaine d'années. Le Maroc est quand même ma terre d'adoption. Et ça me tenait à cœur de montrer le courage qu'ont ces filles, double courage, parce qu'elles viennent, comme vous l'avez dit, elles ont été abandonnées, elles viennent d'un milieu extrêmement précaire. Et elles viennent de ce milieu extrêmement fragilisé, sont fragilisées parce qu'elles doivent se grandir toutes seules, grandir toutes seules. Et donc, je voulais montrer justement comment le corps est un chemin de liberté, un chemin de liberté par l'art. Justement, on le sent, on a l'impression que vous pensez que la libération se fait par le corps. Oui, bon, alors,
à nuancer, hein, c'est beaucoup plus complexe que cela. Bien sûr, comme je l'écris d'ailleurs dans mon roman, bon, il y a deux personnages. Attika, qui elle est une fille qui vient de la rue, mais de la rue en pointillé, parce qu'il faut savoir que les enfants qui viennent exclusivement de la rue, il faut quand même être lucide, irrécupérables. On ne peut pas les récupérer à travers une école du cirque. Celle-là, eh bien, de la rue en pointillé, hein, donc elle a été récupérée à l'âge de 11 ans. Enfin, je me suis inspirée de cas réels, mais j'ai tout inventé. Hein, tout inventé. Et donc elle, comme je l'écris, elle va s'arracher à l'ingratitude du monde. Elle va devenir une formidable trapéziste. Hein, et donc elle est avant les mots, donc elle ne maîtrise pas du tout les mots. Alors que Ishrak, qui veut dire éclat, elle a tout de suite compris, elle ne vient pas d'un milieu misérable. Hein. J'ai voulu éviter justement cette vision un peu misérabiliste. Hein, voilà. Elle vient, bon, elle a un père qui est très autoritaire, dogmatique, mais je n'ai pas voulu caricaturer, et une mère qui est malade psychologiquement. Donc elle va devoir grandir toute seule, hein, pour ces raisons-là. Et donc elle comprend rapidement que si elle veut se libérer, le corps ne suffira pas, qu'elle aura besoin de l'accès à la parole, de se construire une culture. Et c'est ce qui va lui permettre par la suite de réécrire l'histoire. Et comment vos personnages, justement, réussissent-ils à transformer cette brûlure dont on parlait tout à l'heure, qui est métaphorique, en une espèce de révolte créative ou une maîtrise de son propre destin? Vous avez dit le mot juste, la maîtrise. La maîtrise, mais en même temps, c'est un équilibre entre maîtriser et lâcher prise. C'est-à-dire qu'il faut aussi, cette école du cirque, à travers justement la mobilisation de metteurs en scène et de dramaturges extrêmement talentueux, hein, qui étaient non seulement dotés de valeurs artistiques, mais aussi de valeurs humaines. Il ne faut pas l'oublier, ça. Hein. Et donc, elles deviennent créatives parce que, justement, on va faire tout ce travail. On va faire tout ce travail de partir d'elles, de ce qu'elles sont, hein, et d'essayer justement de partir de leurs failles. Parce que l'écriture n'est intéressante que si on élucide ces failles. Moi, pourquoi j'ai choisi Salé, pourquoi j'ai choisi cette école du cirque? Parce que j'avais envie d'explorer les zones d'ombre. Pour moi, c'est un petit peu le sens que je donne à l'écriture. Donc, comment vont-elles faire? Et oui, elles vont, bien sûr, que les formateurs vont avoir ce talent de partir de ce qu'elles sont, hein, et en même temps de transformer. Mais c'est elles qui font le travail. C'est elles qui font le travail. Et donc, c'est absolument formidable. Et justement, Ishrak, par exemple, elle va accepter justement sa dissonance. Ce n'est pas une danseuse, une circassienne comme les autres. Hein. Donc, quand vous aviez parlé de libération de la femme, ça veut dire aussi reconnaître les différences et accepter ces différences. Parce que dans la créativité, si on n'exprime pas sa différence, on n'est rien du tout. Hein. C'est-à-dire qu'on est dans les stéréotypes. Et justement, Dieu sait qu'il y a beaucoup d'écoles de danse qui, pour moi, ne sont pas des écoles artistiques, hein, qui développent un petit peu ces stéréotypes. Mais là, dans cette formation, hein, on n'est pas du tout dans le stéréotype. Et j'ai voulu justement valoriser l'école du cirque comme une véritable culture et non pas comme une sous-culture. Le théâtre contemporain, le théâtre contemporain et le cirque contemporain, justement, mobilisent des arts incroyables, l'art du théâtre, de la danse, de l'acrobatie, tous les arts possibles. Et c'est surtout une école du vivre ensemble, parce que les circassiens, les jeunes, ne peuvent pas se permettre de faire d'erreurs. Autrement, c'est la blessure, c'est une faute qui va mobiliser les autres. Donc, pour ces enfants-là, c'était vraiment une école de vie, une école de formation et une école du vivre ensemble. Il est question donc un petit peu d'acceptation de soi, de mise à nu et de se voir aussi objectivement. Vous avez parlé de ses propres fragilités, de failles qu'on est censé reconnaître, mais qui peuvent, une fois qu'elles sont acceptées, devenir des forces. C'est ça? Tout à fait, tout à fait. Mais de toute façon, l'art et justement ces arts circassiens sont une formidable source initiatique. Hein. Ça invite justement ces filles à parcourir un véritable chemin initiatique. Hein. Et elles sont appelées à être confrontées à elles-mêmes, à être confrontées au monde. On ne ment pas. On ne peut pas mentir. Avec son corps, justement, le corps, je suis passée par là, c'est une école de la vérité. Vous ne pouvez pas mentir avec le corps. Quand vous dites on ne ment pas avec le corps, vous pouvez aller plus loin?
C'est-à-dire que justement, je veux un petit peu remettre en question cette image, cette représentation qu'on a, du narcissisme. Non, c'est très superficiel. On ne ment pas parce que moi, ce que les chorégraphes m'ont appris quand j'étais danseuse chorégraphe, c'est que le moindre geste parasite, le public le voit. C'est-à-dire que le moindre geste, la moindre erreur, qui pour vous peut-être sur le moment ne peut avoir aucune importance, il est multiplié par 10 sur scène. Et donc ça, il faut le savoir. Donc c'est un miroir la scène, un miroir d'une exigence formidable. Et puis d'un travail derrière, de beaucoup on va dire, d'acharnement, de ténacité, de rigueur, un quotidien qui ne doit pas être évident, en tout cas, comme pour tous les professionnels. 6 heures, 8 heures de travail par jour, c'est toute une discipline, c'est le goût de l'effort, et puis c'est l'humilité aussi, c'est savoir travailler avec les autres, savoir accepter aussi qu'on n'y arrive pas, qu'on est confronté à un échec. Et donc comment, pourquoi cet échec et donc on se construit une culture, on se construit soi-même, on se construit avec les autres, même si on sait qu'on est toujours seul. En fait, c'est une école existentielle incroyable. C'est-à-dire que c'est vraiment apprendre à exister. Apprendre à exister, puis dans Incendie des rêves, la création artistique est un levier aussi d'émancipation, on va dire. Un levier déterminant, un levier d'émancipation. Et le cirque, en fait, partout dans tous les cirques les plus connus dans l'Europe, dans le monde entier, sont des véritables communautés. C'est quand même une forme de huis clos aussi, mais je pense qu'on a besoin de ça. Ils ont besoin justement de ce huis clos pour se réaliser, pour s'accomplir. Alors, je disais en début d'entretien que vous étiez également libraire. J'aimerais ajouter que vous avez une galerie dans laquelle, justement, vous faites un petit peu fusionner toutes ces formes d'art, toutes ces disciplines que vous appréciez, donc la littérature, la création artistique. Et puis, parlez-nous un petit peu de cet espace, comment vous l'avez conçu. Est-ce que c'est une consécration de tout ce parcours, finalement, que vous avez eu et une espèce de convergence qui se fait dans cet espace? Oui, c'est une convergence, c'est une consécration de tout ce que j'ai réalisé, mais aussi grâce à mon mari, Mélodie Nwiga, qui est un artiste peintre, qui s'occupe plutôt de la dimension artistique, mais moi aussi, on n'est pas cloisonnés chacun, moi dans les livres et lui dans l'art. Et donc pour nous, ça nous tenait à cœur de créer un lieu, un carrefour justement où les créateurs se rencontrent, où des jeunes, des moins jeunes, des jeunes créateurs marocains, mais aussi on fait venir des étrangers. Bon, bien sûr, notre lieu, comme on est dans un lieu quand même historique, le patrimoine de Rabat, donc on tenait aussi à mettre en avant, mettre en valeur le patrimoine, mais aussi le patrimoine, ça veut tout dire, parce que le Maroc est un carrefour. Donc c'est un carrefour de plusieurs civilisations méditerranéennes, mauresques, avec toute une histoire. Et puis bon, bien sûr qu'il y a des sujets, des thématiques qui me tiennent à cœur. C'est une librairie qui me ressemble à travers le choix des livres. À votre image. Qui est à mon image, tout à fait. Voilà. Merci à vous, Dominique Nwiga. C'était un plaisir de vous avoir comme invité aujourd'hui. Merci à vous. De découvrir votre roman. Et puis, j'invite mes téléspectateurs à aller découvrir votre galerie également, qui est au Zoudeya, à Rabat. Voilà. Merci beaucoup. C'est la fin d'Invité Culture pour aujourd'hui. Très bonne journée.